la mise en place de la nouvelle pseudonymisation à l'ATIH, hein, donc, et les impacts qu'elle va avoir. Donc, les personnes qui vont vous faire les présentations sont Sandra Stenou et moi-même. Et donc, on a Martin Differa qui est présent et Emmanuel Tamavong qui seront là pour récupérer vos questions et pouvoir nous les poser à la fin de la présentation. Donc, on va voir un peu les différents points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, tout d'abord, le premier point concerne le contexte et les conséquences liées à la modification de la pseudonymisation. Ensuite, on fera un petit point sur l'impact sur les données et leur diffusion. Et puis ensuite, on répondra à vos questions. Donc le premier point, le contexte, donc et surtout donc pourquoi est-ce que on est amené à changer le pseudonyme. Et avant toute chose, on peut se poser la question enfin pour certains d'entre vous, peut-être que la notion de pseudonyme n'est pas connue. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition? Donc, on va dire que la pseudonymisation, c'est la transformation d'une information directement identifiante en une valeur unique qu'on appelle pseudonyme, qui ne permet pas de retrouver l'information source. Donc, ceci correspond à la notion d'irréversibilité. Par exemple, on va transformer le numéro de sécurité sociale en un code qui, par exemple, pourrait avoir cette forme et globalement, les mécanismes qui ont été utilisés pour aboutir à ce code ne permettent pas de retrouver, quelle que soit la méthode qu'on utilise, en tous les cas de manière algorithmique, de retrouver le code initial. Donc, la mise en œuvre de ce dispositif a été mis en place depuis 2001 par la CNAM et la TIH pour permettre de faire le chaînage des données entre les informations recueillies par la CNAM dans le cadre des soins de ville et par la TIH sur les soins réalisés à l'hôpital. Depuis 2001, en fait, on utilise la même méthode de pseudonymisation, donc les mêmes bibliothèques et les mêmes secrets qui étaient partagés par la CNAM et la TIH, de manière à ce que l'alimentation du système national des données de santé récemment, mais auparavant dans le cadre du SNIR-AM, puisse se faire et de manière à ce que les identifiants soient les mêmes dans les deux circuits. Donc, pourquoi est-ce que on a dû changer ce dispositif? C'est que il y a eu une demande de renforcement de la sécurité dans toutes les discussions qui ont démarré lors des réflexions sur la mise en œuvre du SNDS et principalement par le fait que les données, en particulier les données PMSI, étaient relativement libres d'accès. C'est-à-dire que globalement, la diffusion des données PMSI se faisait sur la base simplement d'une autorisation CNIL et donc des CD-ROM pouvaient être envoyés et être utilisés par les ARS ou les établissements. Donc il y a la mise en œuvre du SNDS a changé l'ensemble de la réflexion concernant la sécurité sur ces données considérées comme sensibles et a intégré le fait que ces données devaient être confinées pour pouvoir être utilisées et d'autre part a remis en cause le mécanisme de pseudonymisation qui n'était plus du tout à l'état de l'art. Donc il a fallu qu'on change complètement le mécanisme de pseudonymisation. Donc si on regarde juste le transparent suivant,
D'ailleurs, simplement un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le SNDS. Donc, le SNDS, c'est le Système national de données de santé. Il a été créé il y a quelques années par la loi et qui intègre donc c'est donc ce système national de santé qui est opéré par la CNAM aujourd'hui et qui intègre le SNIR-AM, donc le SNIR-AM qui sont les données de remboursement de l'assurance maladie, les causes médicales de décès qui viennent du CEPIDC de l'INSERM et les informations issues du PMSI qui sont produites par la TIH. Le SNDS, ça, ce sont les données, disons, de base qui sont utilisées et qui sont aujourd'hui dans le SNDS, dans le décret concernant dans la loi pardon, qui concerne le SNDS. Il y a d'autres sources de données, mais pour l'instant, on va dire que ce sont les trois principales qui sont aujourd'hui accessibles dans ce système. Donc, si on regarde les principaux événements qui ont engendré la modification du circuit de pseudonymisation, on va dire que le point initial est la publication du référentiel de sécurité du système national de données de santé, qui a donc sa première publication date de 2017. À l'intérieur, il y a un chapitre entier concernant les règles de pseudonymisation qui, globalement, n'étaient pas réellement mises en œuvre dans le circuit actuel qui était utilisé entre la CNAM et la TIH. Donc, cette publication a été suivie par une mise en demeure de la CNAM, donc la Caisse d'assurance maladie, par la CNIL, pour suite à un audit du circuit, du circuit de pseudonymisation de la CNAM, pour que la CNAM fasse évoluer son circuit. Cette mise en demeure a entraîné l'intégration de nouveaux pseudonymes dans les bases du SNDS. Donc, pour ceux qui ont accès au SNDS, en plus de l'accès aux données du PMSI, vous savez qu'il y a eu en septembre 2021 une évolution, un changement des pseudonymes qui sont utilisés dans le SNDS. Et donc, concernant notre pseudonymisation au niveau de la TIH, nous allons introduire les nouveaux pseudonymes dans le cours de l'année 2023. Donc, pour poursuivre, un petit rappel sur notamment cette clé de chaînage. Donc, vous avez certainement tous travaillé déjà sur la variable qu'on appelle anonyme, qui est présente dans les tables fixes et fixes-sèges notamment, que la TIH met à disposition. Elle est composée donc de 17 caractères qui se terminent par un E et construite à partir de 3 informations, le numéro de sécurité sociale de l'ouvrant droit, la date de naissance et le sexe du patient. Et cela permet de générer donc une clé de chaînage unique par patient qu'on appelle donc pseudonyme, comme vous l'a dit Max tout à l'heure, qui permet de chaîner les séjours des différents patients à travers les champs d'activité du PMSI et ce sur plusieurs années. Donc ça, c'est la clé de chaînage actuelle. Et donc, le changement de pseudonyme va engendrer donc une modification dans la structure de cette clé de chaînage. Donc, on l'appellera toujours variable anonyme pour que les programmes puissent continuer à fonctionner et qu'on n'ait pas de difficultés de cet ordre-là. Mais au lieu de 17 caractères, elle en aura 53, donc 50 caractères alphanumériques et 3 points d'ancrage qui seront matérialisés, comme vous le voyez sur l'exemple ci-dessous, avec des soulignés bas, des underscores. Donc, on a parlé de la clé de chaînage, mais il y a d'autres variables identifiantes dans le PMSI, notamment en psychiatrie. On a un identifiant permanent du patient qu'on appelle l'IPP historique, qui est unique et pérenne par établissement.
et qui permet le chaînage entre les hospitalisations et les venues en ambulatoire. Donc pour la petite histoire, jusqu'à il y a 2 ans, on n'avait pas de chaînage en ambulatoire en psychiatrie, ce qui ne nous permettait pas de relier dans un même établissement l'hospitalisation du patient avec ses venues en consultation. Donc du coup, c'était le seul moyen jusque-là de pouvoir chaîner ces 2 informations-là au sein de la psychiatrie. Donc voilà, aujourd'hui, il a été mis en place. Il n'est pas encore d'une qualité suffisante pour pouvoir remplacer justement cet IPP historique. Donc voilà. On a également un autre identifiant en médecine chirurgie obstétrique qui est l'identifiant de chaînage mère-enfant et qui permet de rattacher les séjours des mères à ceux de leurs enfants. Et puis également un autre identifiant permanent, c'est un identifiant permanent annuel qui a été intégré il y a peu de temps également et qui permet le chaînage avec différents fichiers qui sont reliés aux patients et notamment les fichiers par exemple de MRC, donc maladie rénale chronique. Je repasse la parole à Max pour les impacts. Donc, comme vous l'avez vu, on va changer l'identifiant anonyme, hein, l'identifiant de chaînage. On peut passer sur le transparent suivant. Donc, comme on va changer d'identifiant, globalement, on va réaliser une opération qu'on appelle redressement. Donc, qu'est-ce que ce terme veut dire? C'est que globalement, c'est de manière assez triviale, on va remplacer les anciens identifiants de chaînage par les nouveaux construits en respectant les exigences du référentiel de sécurité du SNDS. Donc, dans ce sens-là, c'est que on utilise des identifiants qui sont construits de manière conforme par rapport aux anciens identifiants. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un redressement. Donc, les variables qui vont être impactées par ce redressement, bon, évidemment, on a vu la clé de chaînage, donc le pseudonyme, donc, qui est issu du NIR, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est, disons, la variable, disons, principale sur laquelle tous les projecteurs sont orientés. Mais il y a également un autre identifiant qui va être impacté par ce mécanisme de redressement, c'est l'identifiant permanent du patient historique dont Sandra vous a parlé tout à l'heure. Donc, l'autre point, c'est évidemment quels sont les fichiers qui vont être concernés. Donc, on va évidemment modifier et changer les identifiants dans les bases nationales PMSI qui sont mises à disposition par l'ATIH dans le cadre de la plateforme des données hospitalières. Donc, ça va concerner évidemment tous les champs et toutes les années qui sont mises à disposition dans lesquelles on opérera ce redressement. Mais évidemment, il se peut que vous, dans le cadre des traitements que vous avez réalisés dans vos espaces de travail partagés, vous ayez stocké des identifiants et donc il va falloir là aussi qu'un redressement soit réalisé et les fichiers sur lesquels on va essayer de retrouver ces identifiants sont les bases SAS que vous avez créées ainsi que les fichiers CSV. Je laisse la parole à Sandra. Donc les étapes de ce redressement, donc après avoir eu l'explication de Max de ces différents redressements, il va falloir maintenant qu'on recense les fichiers avec un potentiel identifiant de chaînage. Donc pour ça, bien évidemment, on aura besoin de vous, puisque dans un premier temps, on va déjà vous demander de supprimer les données qui vous paraissent obsolètes de vos différents espaces. Donc soit l'espace commun sur la plateforme des données hospitalières, soit l'espace partage sur
sur l'environnement interne de la TIH. Donc l'idée, c'est de supprimer toutes les données qui potentiellement contenaient un identifiant de chaînage et qui sont devenues obsolètes avec le temps. La TIH fournira un script qui produira une liste des fichiers, donc sous format SAS, texte ou CSV, avec un identifiant de chaînage qui aura potentiellement été repéré. Du coup, cette liste-là sera construite à la racine de votre espace, donc espace commun ou espace partage, et elle devra être validée par vos soins, puisque l'idée derrière, c'est qu'à partir de cette liste validée par les utilisateurs, donc par vous, nous remplacerons dans les fichiers qui seront listés à cet endroit-là les anciens identifiants par les nouveaux. Donc c'est très important qu'il y ait cette procédure déjà de recensement évidemment, mais aussi de validation de votre part pour que nous derrière, on puisse remplacer dans vos bases les anciens identifiants par les nouveaux. En termes de calendrier, on va lancer à partir de novembre 2022 une phase de test justement de ces scripts de recensement des données avec des potentiels clés de chaînage dans vos espaces de travail. Et on va aller jusqu'au remplacement des identifiants, donc par des identifiants fictifs, mais l'idée c'est vraiment de tester la chaîne de A à Z. On va le tester sur quelques espaces partagés, donc à la fois en interne à la TIH et sur certains espaces communs sur la plateforme. Donc les personnes ont déjà été identifiées et se sont portées volontaires pour ce test. Et puis après, bien sûr, on généralisera ce script à tous les espaces pour obtenir à la fin une phase de redressement des identifiants de chaînage, donc, comme l'a dit Max, sur l'historique complet des bases PMSI nationales, et puis sur l'intégralité des fichiers qui seront à redresser, donc que vous aurez validés dans chacun des espaces partagés. On le prévoit pour le premier semestre 2023, donc plutôt deuxième trimestre que premier, mais voilà, c'est au cours du premier semestre de 2023, et ce qui engendrera une fermeture de la plateforme des données hospitalières sur quelques jours. Donc il y a d'autres impacts également qui vont en découler, puisque une autre exigence de sécurité est de ne plus avoir aucune liaison possible entre les différentes bases PMSI diffusées par la TIH. Donc bien sûr, il n'y aura plus aucun lien avec celle de la CNAM, puisqu'ils ont changé eux aussi leur circuit, mais également pour chaque système fils du PMSI. Donc on appelle système fils tous les systèmes comme par exemple le projet Diamant, à qui on envoie mensuellement les données PMSI, les bases nationales PMSI, pour alimenter justement les cubes Diamant, ou alors le centre d'accès sécurisé aux données, donc le CSD, à qui on envoie également des données pour que les bureaux d'études puissent travailler sur les données PMSI dans un environnement sécurisé. Donc pour chacun de nos systèmes fils, donc chacun des envois que la TIH fera, on devra mettre en place un nouveau pseudonyme qui sera spécifique à chaque destinataire, donc avec un secret associé à cet identifiant-là. Et également, il va falloir mettre en place une réindexation aléatoire des numéros séquentiels des séjours, donc pour tous les fichiers qui sont concernés bien sûr par l'envoi, et ce pour tous les champs du PMSI. Donc bien évidemment, on peut changer le pseudonyme, mais si on garde le même ordre dans les bases, que ça soit à la TIH ou dans le projet Diamant ou CSD, bon, on garde du coup un lien, ce n'est plus possible, ce n'est plus autorisé, donc du coup cette réindexation va permettre justement de ne plus conserver ce lien et vraiment d'avoir des bases complètement différentes. Et sur la plateforme des données hospitalières, un petit cas particulier, donc nous supprimerons des bases, les variables qui se nomment SecMCO, SecSSR, SecHAD, SecPsy, qui sont les variables qui représentent les numéros séquentiels de séjour pour chacun des champs du PMSI.
Voilà, donc nous avons fini pour les différentes informations. Je vous propose qu'on passe maintenant à un temps d'échange et de réponse aux questions. Et je vais passer la parole à Martin qui a recensé au fur et à mesure les quelques questions que nous avons eues. N'hésitez pas à en poser, voilà, c'est le moment, donc on y répondra volontiers. Merci à tous.